En virage cette semaine, on fait l'essai du Lexus RX 450H+, véhicule hybride branchable. Patrice Ouellette va venir analyser l'industrie automobile avec nous. Ça passe dans l'industrie. Nos gouvernements, est-ce qu'ils font les bons gestes? Patrice va nous en parler. Aussi, on commence nos chroniques avec Silver Wax. On va penser à l'entretien de notre véhicule avec le beau temps qui arrive. Beaucoup de nouvelles de l'industrie à la fin de l'émission. On répond à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Afin de parler de notre voiture en studio, j'ai avec moi Jacques Bienvenu, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui. Ça va bien, oui. Bon. Ça nous a fait du bien de voir revenir avec un petit peu, peut-être un peu bronzé. Peut-être un petit peu. Merci pour le remplacement de la semaine dernière à pied levé comme ça. C'est fort apprécié. Et bon travail d'animation, Marc, évidemment. Merci beaucoup. On a eu des félicitations de tout le monde partout à travers le monde. Partout à travers le monde. On se garde une petite gêne là-dessus. Non, mais ça a super bien été, honnêtement. Avec Jacques, on fait une bonne équipe, alors c'est pas un gros problème. C'est le fun de vous savoir là, messieurs. On va parler du Lexus RX 450H+. Donc, envoyez les noms, on y va avec des lettres, des consoles, des consonnes et tout. Mais c'est un véhicule dans le sport utilitaire. Je pense que ça fait longtemps que Lexus a basé sa réputation sur le RX et le RX fait le travail depuis longtemps. On continue encore avec un véhicule. Évidemment, on le positionne toujours un peu plus haut de gamme. On a la version la plus haut de gamme ici, donc la version le plus, c'est pour branchable, donc hybride branchable, qu'on nous dit autour de 60 km d'autonomie. Ça fait, bon, évidemment, avec les saisons, ça peut varier. Moi, j'étais à 46-50 km d'autonomie. Mais là où je veux en venir avec ce type de véhicule-là, parce que tu regardes la compétition, elle est féroce. Oui. Tu as le X5, évidemment, chez BM. Tu as les GLA du côté de chez Mercedes. Oui. Mais l'affaire qui m'accroche, messieurs, c'est le design au niveau de la perception de luxe du véhicule. Alors que chez BMW et Mercedes, on semble se chercher un peu au niveau design. Lexus s'est trouvé un créneau. T'aimes pas, mais au moins, quand tu regardes un Lexus, tu reconnais le Lexus. Et on persiste et signe depuis plusieurs années. Écoute, on l'a montré la semaine dernière quand on a présenté le reportage sur le 35e anniversaire. Lexus a vraiment une gamme complète et s'est vraiment redéfini au fil des ans. Je suis content qu'on ait le RX en studio parce que c'est un peu le grand-papa de Lexus, finalement. C'est ça qui a permis à la compagnie d'atteindre des niveaux. Et tu as raison de dire qu'au fil des ans, on a raffiné le design. On arrive avec, comme tu dis, on aime ou on n'aime pas. Là. La calandre en sablier, ça a fait rager bien du monde pendant quelques années. On a réussi à peaufiner tout ça, à rendre le tout beaucoup plus effilé, beaucoup plus profilé. Et honnêtement, c'est vraiment mieux réussi. Et là, RX continue d'être la star chez Lexus. Ça fait, écoutez, la première version est sortie en 1999 et encore aujourd'hui, c'est le véhicule Lexus le plus vendu et probablement le meilleur de tous les Lexus. A pas beaucoup de défauts, à part le nom long de même puis la CVT, il n'y a pas beaucoup de défauts au niveau du Lexus RX. Là. Absolument pas de défauts. Et 14, la preuve qu'on travaille, il y a 14 versions différentes de ce véhicule-là. Vous pouvez trouver le Lexus RX que vous voulez. Le RX 350, de base, part à 56 000. Oui. On va avec 90 000 tout près pour le véhicule qu'on a en studio. Donc, la gamme est étoffée. Et tout ce qu'on sait du côté de chez Lexus, donc au niveau des technologies, au niveau de la sécurité, on l'a monté à bord du RX qu'on a ici en studio. Alors, on sait que qui est assemblé à Cambridge, Ontario. C'est un véhicule canadien. La cinquième génération est arrivée en 2023. Mais ça avait été présenté ici au Canada, je pense que c'était en 1998. En 50, on reviendra. On va passer de l'autre. Mais en 1998 que les premiers ont été lancés.
Et ce qui est remarquable, c'est la qualité qui ont toujours été montées à bord de ces véhicules-là et la valeur de rachat qu'il y a après ces véhicules-là. Définitivement. Alors, un véhicule, moi, que je trouve bien assemblé, le modèle qu'on a ici, quand on le regarde, on voit que l'avant est plus long que le modèle précédent qu'il y avait. L'arrière est un peu plus court. Je pense que c'est ce qui a donné un nouveau coup d'œil à la signature de ce véhicule-là. Au niveau du système mécanique, là, on sait que les systèmes hybrides que Lexus ont ou Toyota ont depuis des années sont d'une efficacité vraiment remarquable. Et ça permet justement à Toyota de toujours se garder la tête hors de l'eau, si on veut, parce qu'on sait qu'il y a des compagnies maintenant qui arrivent avec des systèmes électriques très avancés. Toyota doivent les avoir dans quelques coins, certainement, mais ils sont juste pas vendus tout à fait ici au Canada. Moi, je trouve que c'est un véhicule intéressant. Le moteur, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un 2,5 litres avec deux moteurs électriques qui fait quoi? 304 chevaux. Comme tu disais, autour de 48-50 km d'autonomie électrique actuellement. La seule chose qui dépend, le seul véhicule à peu près qui dépasse ça sur le marché, qui vient d'arriver, qui n'est pas tout à fait dans la même catégorie, c'est la Mercedes 350 GLC. Ouais, qui fait 82 km au niveau autonomie. Mais c'est un véhicule intéressant, important, finition intérieure superbe. Moi, j'aime des intérieurs clairs. On l'a à bord de cette voiture-là. Au niveau entretien, on pense que c'est plus d'entretien un intérieur clair qu'un intérieur foncé ou un intérieur pâle qu'un intérieur foncé. Moi, je préfère rouler avec des intérieurs pâles parce que tu passes un linge humide, c'est-à-dire un chamois humide là-dessus tout de suite, puis ça revient tout de suite. À part que si quelqu'un travaille avec ça régulièrement, tu as des jeans, monte à bord, descend, etc., tu vas saillir ton siège un peu plus rapidement. Mais autrement, un entretien léger, ça se fait extrêmement bien. Capacité de remorquage qui est ordinaire. On dit qu'il s'en est vendu, par exemple, en 2023, ici, 1405 au Québec, c'est beaucoup, et 11 169 au travers le Canada. C'est des véhicules, c'est pas n'importe qui les achète. On dit que la catégorie de gens qui achètent ces véhicules-là est environ 53 ans. Alors, c'est des véhicules qui sont recherchés. Premièrement, par le prix et tout ça, je pense que les gens font plus attention à qu'est-ce qu'ils achètent puis le conservent. Alors, moi, je pense que c'est un véhicule intéressant. Véhicule intéressant. Petite correction, celui-là est assemblé au Japon. C'est le seul des RX qui est assemblé au Japon, le hybride branchable. Tous les autres sont effectivement assemblés en Ontario. Sauf que la particularité du RX, et tu l'as mentionné, Daniel, c'est qu'il y a 14 versions. Tu as la version la plus puissante, le RX 500, qui arrive avec un moteur plus puissant. Tu as des versions hybrides branchables, versions hybrides ordinaires aussi, qui sont ultra recherchées. Rappelez-vous, messieurs, au Salon de l'Auto, on a rencontré des auditeurs qui se cherchaient un RX hybride et qui, depuis 2 ans, puis ils n'en ont jamais trouvé en occasion. Les gens le conservent. Ça a une durée de vie extrêmement longue. Et vous parlez de l'intérieur. Lexus a compris à un moment donné que les affaires étriquées à l'intérieur, là, les espèces de systèmes avec les petites souris puis tout ce que tu voudras, ça marchait pas. Là, on arrive avec des systèmes qui sont faciles, une ergonomie qui est simple, un grand écran qui est clair, un système d'infodivertissement qui est super facile. On a vraiment progressé beaucoup au niveau de la simplicité de l'utilisation et de la douceur de roulement, on va se le dire. Ce véhicule-là, c'est le grand confort. Les systèmes, c'est sûr que c'est compliqué un petit peu de s'y retrouver parce qu'il y a plusieurs configurations de motorisation. Probablement, le modèle le plus recommandable pour moi, c'est le 350H, qui est probablement la version la plus durable, abordable à 64 000 au lieu de 62 000. Je pense que le modèle de base 350 est à 62 000. Le 2 000 de plus vaut à peine pour la version hybride. Puis on va avoir un véhicule durable puis qui est un véhicule qui va avoir une grosse valeur de revente. Pour la première fois, le confort d'un siège. Tu sais, Lexus et RX, c'est peut-être pas le meilleur confort que moi j'y retrouvais. Dans celui-là, paf, rien à bon dire. Confort au niveau des sièges, extrêmement confortable. Les cuirs de celui-là, c'est aniline, semi-aniline. Donc, il y a, ça veut dire qu'il y a une protection, une couche transparente de protection par-dessus le cuir, ce qui va faire en sorte que ça va être plus durable. Alors, encore une fois, c'est probablement le modèle sur lequel Lexus se penche et
veut vraiment avoir le plus d'espoir pour les ventes parce que le NX, moi, j'avais prédit que le NX allait être le véhicule le plus vendu du côté de chez Lexus. Le RX continue quand même si les prix ont royalement monté, continue quand même à être un véhicule, en tout cas, dans les plus vendus du côté de chez Lexus. Fiabilité éprouvée. Pas grand-chose à dire de C'est juste qu'il y a plus d'espace, en fait, dans le RX que dans le NX, qui est un peu petit pour certains usages. Et comme Jacques l'a dit, c'est les gens qui ont dans la cinquantaine, donc c'est peut-être des gens qui veulent avoir un petit peu plus de confort et qui ont peut-être plus les moyens aussi qui se tournent vers Lexus. Il faut rappeler, on l'a dit la semaine dernière, mais on le répète, Lexus, depuis le 1er janvier, c'est la compagnie de véhicules de luxe qui est numéro 1 au chapitre des ventes au Canada. Je pense que le véhicule qu'on a avec nous en est largement responsable. Et encore une fois, je reviens parce que c'est vraiment important. Depuis quelques années, BMW se cherche au niveau du design. Le devant, on change la calandre pas mal à toutes les années. Les lumières, Mercedes fait pas mal la même affaire, même que Mercedes se distancie de ses sports utilitaires avec ses véhicules réguliers. On essaie de chercher au niveau design et on va lancer dans les deux marques un nouveau langage de design avec la série 3 et la CLA. Alors, tu vois qu'on va arriver avec d'autres choses dans ces compagnies-là. Lexus reste fidèle et pour l'instant, c'est payant pour eux. Exactement. C'est sûr qu'on peut reprocher à Lexus d'être un petit peu conservateur, cependant, là, au niveau, entre autres, de la conduite, là, qui est très, très sobre. Mais si vous êtes à la recherche d'un véhicule confortable... Mais c'est pas sport, c'est pas un véhicule... Tu mets ça en mode sport, puis tu as un petit feeling, puis il est solide, là. Le RX est vraiment solide sur la route. Puis pour faire de la route, tu roules avec ça. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est fait pour ça, l'insonorisation. C'est un véhicule qui est beaucoup plus axé là-dessus, sur le confort puis le rendement en général. Le système de son, Mark Levinson, 21 haut-parleurs. Pas désagréable à voir. C'est vraiment du beau son à l'intérieur du véhicule. Merci beaucoup, messieurs. Ça veut dire que ça couvre ma voix quand je chante, c'est ça, 21 haut-parleurs? Oui. Heureusement, oui. Puis, moi, j'en ajouterais 2-3 autres pour couvrir ta voix. Merci, messieurs. Voilà, on s'arrête à virage et on va rester avec nous. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Voici de retour. Je suis maintenant en compagnie de M. Patrice Ouellet. Salut, Patrice. Salut, Daniel. Ça va bien? En pleine forme. Alors, Patrice, 48heurparjour.com. Tout le temps. Si on veut maximiser son efficacité, on réussit à faire 48 heures par jour, tant mieux. Alors, on va être efficace. Pat, j'ai hâte de t'entendre sur ce qui se passe dans l'industrie automobile, notamment la menace des tarifs, notamment notre loi zéro émission. Est-ce que c'est encore à jour? On va commencer avec les tarifs. Quelle façon tu vois ça, Pat? Bien, les tarifs, c'est sûr ce qu'il faut comprendre. Regardons ça du côté du consommateur, parce qu'on peut se demander, ça va-tu avoir un impact? Ça va-tu coûter plus cher pour s'acheter un auto? La réponse, c'est oui. Il va y avoir des répercussions si on va de l'avant, évidemment. Puis ce qui est peut-être important, Daniel, de bien situer, c'est quand on regarde l'administration américaine qui va aller de l'avant sur des tarifs avec pratiquement la planète, parce qu'ils disent que tout le monde profite des Américains. Donc, on a un déficit commercial. Ça veut dire qu'on exporte davantage qu'on importe. Par contre, si on sort l'automobile de l'équation, puis qu'on regarde sans prendre un 12 puis tirer avec des plombs partout, qu'on prenne une carabine, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on exporte 82 milliards. Donc, on fabrique tout ce qui est relatif à l'automobile, qui est fait au Canada, qui est envoyé aux États-Unis, ça représente 82 milliards. Et pour subvenir aux besoins de notre population, on importe 79 milliards. Donc à toute fin pratique, là, c'est une balance qui est nette. Donc, c'est équitable d'un côté comme de l'autre. Et le gros avantage que ça procure, c'est que notre main-d'œuvre, à cause de notre dollar, est beaucoup moins chère. Donc, c'est très avantageux pour les Américains. Les Américains sont beaucoup plus avantagés que nous, parce que notre dollar est beaucoup plus faible. Et on rabaisse 30 en partie. C'est ce qui fait aussi que sur certains Carlines ou certains modèles, bien, on est limité parce que les amener au Canada, on paye en dollars canadiens. Les véhicules sont plus au niveau prix, coûtant pour le distributeur canadien. GM Canada, Honda Canada, Toyota Canada, qui achètent les autos, exemple des États-Unis, bien, c'est pas avantageux. Ce qui fait que si on regarde pour le consommateur présentement,
Au Québec, par exemple, bien, il y a certains véhicules à essence qu'on a déjà de la difficulté à avoir. À cause, si on additionne les tarifs qui s'en viennent, Plus le dollar. le dollar, puis la loi au Québec qu'on a, ou l'acte de zéro émission, si on peut dire, là. Ce qui fait qu'au Québec, si on regarde en termes de population, bien, c'est important de le regarder cet angle-là, on est 9 millions, puis il y a grosso modo 380 millions de population en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Il y a juste nous autres, là, c'est rendu qu'il y a juste nous autres qui est rendu aussi strict sur les lois, puis j'ai rien contre l'environnement, c'est pas ça, mais à un moment donné, il faut regarder l'équation dans son ensemble. Et présentement, le consommateur au Québec est pénalisé parce qu'on est les seuls. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Il y en a peut-être des manufacturiers qui vont dire on se retire du Québec. Tu es en train de me dire que la loi zéro émission, qui oblige les fabricants à vendre un pourcentage X de voitures électriques, fait en sorte que ça peut nous pénaliser et que ça met une pression, quand on prend l'équation dans son ensemble, une pression à la hausse sur les prix des véhicules. Donc, au Québec, on va se retrouver à payer plus cher qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis parce qu'on a cette loi zéro émission qui devient un boulet parce que nous sommes le village gaulois, là, présentement, Absolument. Là, en Amérique du Nord. Là. Puis, Daniel, il ne faut pas oublier, dans les véhicules électriques, il n'y en a aucun fabriqué au Canada. Ça veut dire qu'automatiquement, sur tous les véhicules électriques que les manufacturiers les envoient où au Canada, ils envoient tout au Québec. Les autres provinces n'en ont pas ou presque pas. Fait que nous autres, on va avoir non seulement ces véhicules-là qui arrivent, avec une surprime de 25 en enlevant les crédits que les gouvernements donnent. Fait que je ne sais pas si tu vois un peu comment est-ce qu'on va être désavantagé au niveau du consommateur au Québec. On va devoir reviser cette loi-là. On va devoir reviser nos plans en matière d'électrification. Puis ça ne veut pas dire qu'on veut nuire à la planète. Là. Ben non. C'est que, est-ce que le gouvernement du Québec n'est pas en train de s'entêter à vouloir activer un marché qui n'est pas prêt, à une population qui n'est pas prête? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir? Et cet entêtement-là fait en sorte que les fabricants, pour vendre au Québec, ça coûte cher, et nous, pour acheter une voiture, ça coûte cher. Absolument, Daniel, je suis d'accord avec toi. Il faut regarder le marché de l'automobile avec un vase plus large que l'optique de la province, parce que là, c'est rendu qu'on va être vraiment pénalisé. Et je suis convaincu, Daniel, qu'il y a des rencontres présentement chez les manufacturiers automobiles et on se demande si on ne tirera pas la plug de certains marchés. Et je suis convaincu qu'il y a 2 manufacturiers au Québec qui sont pas loin de prendre des décisions. Est-ce que tu me parles d'Honda et Mazda? Je ne donnerai pas de nom parce que je travaille avec plusieurs, mais mettons que tu n'es pas très loin. On n'a pas le choix de regarder. C'est pour ça que les gouvernements vont devoir s'ajuster parce que c'est le consommateur, en bout de ligne, qui est pénalisé. Est-ce qu'on ne devrait pas... Moi, je vais plus loin, puis tu vas me dire si c'est faisable ou pas. Est-ce qu'on ne devrait pas maintenant parler de règlements nord-américains et règlements européens ou même de règlements mondiaux? Parce que d'avoir un règlement mondial sur l'industrie automobile, c'est-à-dire que d'avoir une vision et d'avoir un projet, puis dire à l'industrie, voici, en 2050, vous devez être électrifié, mais qu'on s'entende mondialement et non localement par petits marchés qui pourraient faire justement en sorte que ces marchés-là, on se pense bien fin au Québec, mais malheureusement, on est une goutte d'eau pour un fabricant. Là. Ah oui, Mais Honda, mais n'importe quel, Mazda, Mitsubishi, Mercedes, n'importe quel fabricant décide de se retirer du Québec, il va vivre pareil. Là. Ça ne changera pas grand-chose dans sa vie. Le défi présentement, Daniel, qu'on a, c'est qu'on est très dépendant à cause de notre proximité avec les États-Unis, avec ce qui se fait aux États-Unis. Et présentement, on est loin d'être dans une dynamique où on veut travailler ensemble. Les États-Unis se retirent de tout, l'accord de climat de Paris. Donc, on n'est pas dans une dynamique où on peut dire qu'il va y avoir une entente nord-américaine ou européenne. C'est comme la ligne de conduite, et chacun pour soi présentement. Et les États-Unis, qui sont la locomotive de l'automobile, il ne faut pas l'oublier, sur la planète, c'est le plus gros consommateur. Après la Chine. La Chine, c'est l'électrique. C'est le gouvernement qui l'a décidé. Mais là-bas, on peut le faire, pas ici. Bien, les États-Unis s'en vont vers... Donald Trump l'a dit, hein, « drill, baby, drill ».
Hein? On veut revenir avec le pétrole, puis l'environnement, à quelque part, ça ne fait pas partie des préoccupations du gouvernement. Et ça, on doit en tenir compte. Ben oui, on est obligé de réagir à ça, Daniel, sinon on se tire une balle dans le pied, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que l'environnement n'est pas important. Mais il faut s'ajuster plus vite qu'on le fait là. Les 2 points que tu viens d'apporter, c'est de la pression à la hausse sur le prix des autos. Oui. Puis on n'a même pas parlé de la loi zéro émission qui nous exclut de la taxe carbone qu'on va abolir, qui va faire en sorte que peut-être qu'il va y avoir 25 sous le litre de différence entre le Québec et l'Ontario d'ici peu. Oui, absolument. Donc, on va devoir réagir, effectivement. Et je pense que nos gouvernements vont devoir peut-être s'ajuster à ce que, justement, on puisse avoir des prix corrects pour l'essence puis corrects pour l'automobile également, sans pour autant délaisser l'objectif de l'électrification des transports. On peut faire les deux, mais on peut s'ajuster un petit peu là, au reste du monde. Je pense qu'on doit aussi changer un peu le vocabulaire puis parler de transition énergétique plus que d'électrification. D'un, au niveau politique, c'est peut-être plus vendable. Parce qu'au Québec, si on est venu à faire nos propres lois, qui étaient très proches de la Californie, c'est parce que ça se vendait bien au niveau politique. Là, il faut revenir sur terre. Exact. Là, il y a une dynamique commerciale qui est là et qu'on risque d'affecter énormément le consommateur et son pouvoir d'achat aussi. Il y a encore plein de choses que j'aurais aimé, les objectifs, les incitatifs qu'on vient de remettre en place et qu'on doit reparler à un moment donné. Mais tu vas revenir nous jaser, Pat, parce que tout le côté concessionnaire, comment on gère ça, ça aurait été intéressant d'en parler également, mais on se reparle bientôt. Merci, Patrice. Parfait, Daniel. Merci. Voilà, Patrice Ouellette, 48 heures par jour. On fait une pause à virage, on va. Ce volet esthétique vous est présenté par Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes présentement chez Silverwax. Je suis en compagnie de Richard Pelchat. Salut, Richard. Salut, Daniel. C'est toujours une bonne nouvelle quand on se parle pour la première fois. C'est signe que le printemps arrive, que la chaleur s'en vient. C'est toujours agréable. Oui, exactement. J'avais hâte de partir. Là. À un moment donné, j'ai dit, si on peut commencer, le beau temps il est là, puis c'est parti. C'est une belle preuve que le beau temps arrive. Puis quand le beau temps arrive, on regarde notre voiture et on dit, hey, il y a du travail à faire sur notre auto. Les premières actions à faire lorsque, justement, on veut mettre notre voiture belle pour tout l'été qui s'en vient, la belle période. On commence par quoi? On commence, c'est la base aujourd'hui. Ce que j'ai amené en réalité, c'est on la lave et on va la décontaminer. On va la préparer pour cet été, pour qu'elle soit plus facile à entretenir, puis on va lui donner une petite beauté à la fin, là, quelque chose de facile. Fait qu'on commence avec la carrosserie, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut qu'il soit beau en premier. Oui, bien là, on va enlever ce qui est collé. Hein. Aujourd'hui, j'ai amené 2 savons. OK? Des savons, nous autres, on a 2 types de savons. On a un ultramousse, qui est un savon qui va donner une belle mousse, vraiment, une mousse vraiment abondante, qui va lubrifier la mitaine pour diminuer les égratignures. Hein. On sait, à la fin de l'hiver, la voiture, il y en a de collés dessus. Là. Fait que l'ultramousse, c'est parfait pour ça. Maintenant, j'ai aujourd'hui du savon cire. Ceux qui veulent donner un petit look, une petite protection, c'est bon normalement toute l'année. Aujourd'hui, on n'en a pas nécessairement besoin, mais si c'est ça que les gens ont sur place, qui ont chez eux, ils peuvent utiliser ça. Ça ne changera absolument rien pour la décontamination. Mais on commence puis on fait un bon lavage de la carrosserie. Ça, c'est primordial. C'est primordial, puis bien important, toujours rincer son véhicule avant de commencer à savonner. Enlevez le plus gros, faites tomber le sable qui peut décoller là, avant d'embarquer de mitaine dessus. Puis les premiers lavages, n'allez pas peser là, comme si ça serait... Allez-y avec une petite mitaine douce, là, puis pesez pas beaucoup, puis bien rincer. Là, fait que ça va aider à ne pas trop égratigner le véhicule. Là, les 2 produits suivants, Richard, là, tu vas m'aider là un peu, parce que moi, je les confonds un peu dans leur utilisation. Oui, bien, tu les as connus les deux, hein? C'est ça qui est intéressant. Nous autres, on a un nettoyant particules de rouille. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever toute la rouille qui est incrustée dans la peinture que la barre d'argile n'est pas capable d'enlever. Ce produit-là, c'est un acide. Ça va enlever, justement, ça va tout nettoyer, ça va décontaminer le véhicule. L'autre produit que j'ai, c'est un nettoyant pour dépôt ferreux. Il va faire exactement la même chose, sauf qu'il est complètement neutre. Ce n'est pas un acide. C'est une nouvelle chimie qui est arrivée. Vous allez voir, quand on vaporise le véhicule, ça vient mauve. Partout où il y a des picots de rouille, que le véhicule soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit n'importe quelle couleur, la rouille, il va tout détruire la rouille, mais complètement neutre avec ça.
Donc, pour moi, qui ne fais pas trop attention, je suis mieux avec des pots ferreux. Absolument. Des pots ferreux. Les particules de rouille, il faut faire attention où on l'utilise. C'est ça, je comprends? Oui, c'est ça. Il faut faut pas embarquer sur le plastique, ces choses-là. C'est pour ça qu'on est embarqué dans la nouvelle technologie. Puis, ce qui est le fun avec les nettoyants et des pots ferreux, c'est qu'on peut faire aussi les jantes. Souvent, on voit nos jantes qui sont jaunies. On vient pour laver nos jantes, puis on n'est pas capable avec le nettoyant jantes et pneus. Puis on veut enlever le dépôt, bien ça va l'enlever, puis ça n'endommage absolument rien. Ça va même enlever toute la rouille qu'il y a sur le disque de la roue. Alors, on lave notre carrosserie. Est-ce qu'on doit la sécher complètement pour utiliser le produit en deuxième? On n'est pas obligé, mais idéalement, c'est juste donner un petit coup de chamois pour enlever le surplus d'eau, pour être certain, parce que plus que le produit va attaquer la rouille, il va embarquer sur la rouille, plus qu'il va l'enlever rapidement. Et ça, ce qui est épouvantable avec ce produit-là, c'est que le véhicule est beau comme celui en arrière, on envoie le produit, puis là, on voit que ça devient mauve. Fait que là, on dit, hey, il me semble qu'il était beau, mais... Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de picot de rouille, là, c'est impossible. C'est certain. À la fin d'hiver, tout le monde en a. On a beau avoir un céramique coating dessus, on a beau avoir une cire ou un scellant, ça s'incruste dedans, puis il faut l'enlever. Bon, justement, là, tu en parles, parce qu'avec l'utilisation de ces produits-là, si on a un anneau 5, un anneau 1 ou un anneau 5 sur notre carrosserie, est-ce qu'on l'utilise de la même façon? Si on a placé de la cire, de scellant, peinture et tout ça, est-ce que ça vient l'attaquer? Oui, c'est certain que si on a un céramique coating, si on a une bonne qualité de céramique coating, il va rester là. Céramique coating, là, c'est pas un acide, c'est pas un dégraisseur, c'est pas un produit comme ça. Même on pourra prendre le nettoyant particules de rouille, qui est un acide, puis il n'enlèvera pas le Nano X5 ou Nano 1. Absolument pas. C'est une très, très bonne question. Fait qu'idéalement, on le vaporise dessus. Par contre, si on a une cire, on avait mis une cire en pâte ou une petite cire rapide, mais pas vraiment tenace, elle va partir, c'est certain. Ça, mais c'est une bonne chose, on va repartir en eux. Fait que de toute façon, il faut la protéger après. Exactement. L'autre étape, après le nettoyant particules de rouille, il faut passer la barre d'argile tout le temps. Parce que la barre d'argile, en réalité, ce qu'elle va enlever, elle, c'est tous les cailloux qui sont incrustés dans la peinture. Juste à toucher en arrière de la roue d'en avant, puis vous allez voir, c'est tout sablonneux. Ça, le nettoyant particules de rouille, il va enlever la rouille, mais il n'enlèvera pas le sable qui est incrusté. Fait qu'on utilise la barre d'argile, on prend le lubrifiant pour barre d'argile. Avant, c'était du raviveur de lustre. Maintenant, c'est un vrai lubrifiant qu'on a créé. Et puis, ça s'enlève facilement. Ça prend... Quand on a pris 10-15 minutes pour faire ça, c'est tout. Il ne faut pas penser que c'est compliqué, c'est long. OK, ça se fait hyper rapidement. Après ça, on tombe dans quelque chose d'un peu plus... une protection qu'on veut mettre sur le véhicule. Oui, bien là, on l'a décontaminé. Oui, là, on a fait le gros, il est propre, il n'y a plus rien, mais là, on a tout vidé les petits trous, on a tout enlevé les cailloux, il faut remplir ça de quelque chose, il faut mettre quelque chose. Ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est deux produits. Ils ont vraiment une grosse différence. Le premier, c'est le nouveau scellant peinture. En passant, c'est une nouveauté 2025. Oh. C'est un scellant peinture avec un céramique coating dedans et de la poussière de diamant. La poussière de diamant, c'est vraiment efficace. Ça durcit, ça crée un lien et puis ça va donner beaucoup plus de brillance. Puis de durabilité, parce qu'on sait que le diamant, c'est dur. Ça durcit encore plus le céramique coating. OK. Fait que ça, nouvelle... C'est pour ça le Diamond? Oui. Série Diamond? Oui, exactement. On va en parler beaucoup cette année, tout au long. Puis, prochain épisode, on va parler justement de tous les agents de protection, puis on va toutes les voir, la série Diamond au complet. OK. Donc, nouveauté très importante. Et son application, c'est la même affaire? Même affaire. Un petit applicateur, tout simplement. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que souvent, on va avoir des cheveux d'ange, c'est qu'il va diminuer les cheveux d'ange. Il va redonner de la brillance. Ceux qui ont une voiture qui est rouge, qui est presque rose, il va la remettre rouge. Celle qui est blanche, elle s'en vient jaunie, il va la reblanchir. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis. Puis j'en ai mis un autre qui est vraiment simple. C'est une cire rapide, céramique, avec aussi du diamond, avec du diamant dedans, avec de la poussière de diamant. C'est vraiment... Céramique et diamant, là, ça commence... Est-ce qu'il faut rentrer notre voiture dans le garage le soir et pas s'en faire voler? Là? Ça commence à être précieux. Ah non, là, ça commence à faire de l'ouvrage. Le gros avantage de ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas appliquer justement un scellant avec un tampon pour faire toutes ces étapes-là. Lui, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on le vaporise sur le véhicule, on l'étend, on le laisse sécher 30 secondes, puis on l'essuie avec une microfibre sèche, tout simplement. C'est assez rapide. Moi, je l'utilise pas mal partout, sur tout. Est-ce qu'on fait encore la même affaire? Est-ce qu'on peut mettre ça sur les lumières? Sur les lumières, les plastiques non peints. Un peu dans le vide, c'est pas grave. Un peu dans le vide, c'est pas grave. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est vraiment durable. Pour une cire rapide, c'est 6 mois de protection. Maintenant, en passant, on est la seule compagnie qui marque le nombre de temps que ça dure sur l'étiquette. 12 mois, on a 6 mois. 6 mois dans des hivers québécois.
Oui, c'est ça. En Floride, on va multiplier ça par 3 ans. C'est 3 ans en Floride. Exactement. Fait que, tu sais, quand on met quelque chose, nous autres, c'est vraiment testé dans nos hivers là-dessus. Le dernier produit que j'ai amené, c'est un restaurateur de moulures non peints. Nos plastiques, on ne peut pas y protéger l'hiver. On peut pas, à part des nettoyer, c'est tout ce qu'on peut faire. Fait que le restaurateur de moulures non peints, ce qui est le fun, c'est qu'il va te redonner ta couleur de ta moulure. Il va la protéger, puis il va la mettre belle pour tout l'été. Tout l'été au complet, c'est ce qui est intéressant. C'est très facile. Encore la même chose, ça prend juste un petit applicateur. Et l'idéal, c'est de le poser au soleil. Donc, ça prend du soleil, de la chaleur. Ça prend de la chaleur. Posez pas ça en fin de journée quand ça commence à être humide. C'est vraiment au gros soleil. Parfait. Voilà, on a protégé et on a nettoyé notre voiture. C'est la première fois qu'on y touche. On s'en reparle la semaine prochaine parce qu'on continue justement à s'occuper de notre auto. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Voici de retour, c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles, tu commences avec quoi? Je commence avec le budget provincial, bien entendu. Ah, mon Dieu! Il faut en parler, malheureusement. Bilan mitigé, je te dirais, au point de vue des véhicules électriques, parce que, oui, comme prévu, le ministre a confirmé que le programme Rouler vert était de retour, c'est-à-dire que de retour, mais selon les modalités du mois de janvier. Donc, avec le 4 000 $, non plus comme auparavant. Donc, il s'applique, les bornes de recharge, c'est encore admissible. Les hybrides branchables à moitié du coût, c'est encore admissible. On a conservé l'échéance au 1er janvier 2026. Ça coupe de moitié. 1er janvier 2027, c'est fini. Ça, donc, ça n'a pas changé. On n'a rien dit sur l'éco-camionnage. Fait que jusque-là, ça va. Petite interrogation, cependant. Il est précisé dans le document du budget qu'il y aura une enveloppe limitée, une enveloppe fermée, mais que le contenu de cette enveloppe-là n'est pas connu pour le moment et qu'on le saura un peu plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, qu'éventuellement, on peut dire « Ça vu, il n'y a plus d'argent, c'est fini, merci beaucoup ». C'est ça. Fait que du jour au lendemain, on peut se retrouver encore avec une surprise comme « Ah, là, l'enveloppe est vide ouais. ». Fait que ça c'est pas correct. Non, ça, on va devoir le divulguer, mais au moment de nous d'enregistrer l'émission, on ne le sait pas encore. Il faut absolument avoir le montant qu'il y a dans l'enveloppe. Oui. Pour pas que ça soit du jour au lendemain où on décide de façon unilatérale que c'est terminé. Ouais. Il faut savoir le montant qu'il y a dans l'enveloppe pour être capable, justement, de prévoir. Parce qu'on nous dit c'est 4 000, le 1er janvier 26, c'est 2 000, et le 1er janvier 27, c'est terminé. Fait que là, il faut pas se... Mettons que la voiture électrique a un succès comme on a eu en novembre, décembre. Ah, ben là, il n'y a plus d'argent. C'est ça. Là, tu coupes, mais... Les promesses ou les véhicules vendus d'avance par les concessionnaires, là, tu vas te ramasser que les concessionnaires vont être obligés de payer la facture pour plusieurs véhicules électriques parce qu'on a décidé de couper le 1er octobre ou le 15 octobre. C'est ce qui s'est passé avec le fédéral. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. Donc, pas une bonne idée. Faut faire les choses de la bonne façon pour ne pas se retrouver avec une surprise. Tout à fait d'accord. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a d'autres mauvaises nouvelles. D'abord, il y aura une contribution annuelle pour les propriétaires de véhicules électriques de 125 $ à compter de 2027, de 62,50 $ pour les propriétaires d'hybrides branchables. En gros, c'est une taxe à la voiture électrique pour compenser et pour aider aux travaux routiers. Parce qu'elles sont plus lourdes. Oui, bien sûr. Mais je te rappelle que la taxe sur l'essence aussi est supposée servir à l'amélioration des routes. Est-ce que tout l'argent de l'essence s'en va justement sur les routes? Je sais pas. Je dis que c'est supposé. Je te rappelle aussi que ça va être indexable. Donc, on commence à ce prix-là, mais ça va augmenter d'année en année. On élimine aussi les avantages. Donc, pompe, péage gratuit, tout ça, c'est terminé à compter de 2027, encore une fois. L'autre élément, et je ne savais pas ça, au Québec, depuis 2018, une voiture de 40 000 $ et plus, c'est une voiture de luxe. Alors là, on a au moins augmenté ça jusqu'à 62 500. La différence, c'est qu'on exemptait avant les voitures électriques. Là, elles ne seront plus exemptées, mais à partir de 62 500. Ce qui est un peu ironique. Parce que si tu t'achètes une voiture électrique de 64 000 $, on va te donner 4 000 $ pour l'acheter parce qu'elle est admissible, mais on va te charger une taxe de luxe parce que ça... Alors, ne posons pas de questions. C'est ça.
Je vais te parler d'un autre véhicule complètement en dehors de ça au niveau du budget. Je vais te parler de Honda et de ses voitures électriques. J'ai eu l'opportunité de me rendre à Laval il y a quelques temps pour aller voir la Honda Zero VUS. Un véhicule au look, disons, controversé. OK, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un prototype qu'on nous a présenté. Par contre, c'est 90 de la réalité. Il y aura vraiment l'air de ça quand il va arriver. Moi, j'ai pas de problème avec le devant, mais l'arrière, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est particulier un peu. Le 10 là, qui reste, là, c'est l'arrière qu'on doit modifier tant qu'à moi. En fait, non, ça va être plutôt l'intérieur parce qu'on a un volant yoke, un demi-volant. Il y a des affaires comme ça. Donc, à mon avis, c'est plus ça qui va être changé. Quand même intéressant de savoir que le véhicule va arriver à la mi-2026. Donc, c'est vraiment bientôt. On estime à peu près à 480 km l'autonomie. Ça devrait être à peu près dans les prix du Honda Prologue. Évidemment, on ne nous a rien confirmé. 100 maison. Hein? Oui, on ne nous a rien confirmé au niveau de la mécanique. Petit détail, c'est Asimo qui va servir d'intelligence artificielle, le fameux robot de Honda qui est à l'intérieur. Bien, on utilise ça pour en faire justement une intelligence artificielle qui va être prédictive. Donc, Daniel, tel jour, tu t'en viens tourner virage en studio, bien, ta carte, ton GPS, quand tu vas embarquer dans la voiture cette journée-là, va t'indiquer le chemin pour te rendre en studio. Un peu comme ma montre me dit que j'ai 9 minutes pour aller chez moi, etc. Exactement, puis va te dire tout ce qui vient avec. Donc, tout ça, ça s'en vient. C'est pour la mi-2026 et il y aura une version berline à la fin de 2026 qui va aussi arriver. Et on ne gardera pas le nom zéro. Donc, on va on changer... On ne sait pas, en fait. On n'a pas? rien confirmé. C'est la série 0. 0 pour... On est parti de 0, hein? Ouais, c'est pas ça. 0 émission. Mais... Et une dernière nouvelle dont je veux absolument te parler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est Tesla. Le programme fédéral dont on vient de parler, on rappelle qu'il s'est suspendu là, après 3 jours. Tesla a été soupçonné et sous enquête pour les 43 millions de dollars. On a gelé les versements à Tesla. On fait enquête sur les 8000 véhicules vendus. Et là, le problème, c'est qu'il y a des concessionnaires, tu l'as mentionné, qui, eux autres, s'étaient engagés. Donc, il y a 10 millions de dollars que les concessionnaires canadiens vont être obligés de verser. Est-ce que Tesla va devoir le rembourser? Ça, c'est la question à 10 millions, évidemment. Évidemment. Mais pas rembourser, mais est-ce qu'il va toucher l'argent? Ça, c'est ça. C'est Alors, on est chose. vraiment là. Et en même temps, le gouvernement fédéral a banni Tesla de tout programme actuel ou futur d'incitatif en raison, évidemment, de ces accusations-là et des liens avec M. Trump. Une histoire à suivre. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, on répond à vos questions. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions et commentaires. Merci de le faire en grand nombre. Messieurs, on commence tout de suite avec M. René qui veut un Volkswagen Taos, qui s'achète un Volkswagen Taos. Il ne nous demande pas si c'est un bon véhicule ou pas. Et il dit, je dois le garder 8 ans. Est-ce que vous me conseillez une garantie prolongée? Moi, je dirais oui. Pas parce que le Taos est un mauvais véhicule, mais plutôt parce qu'on connaît l'historique de Volkswagen, qui a eu des petits problèmes de fiabilité dans certains modèles au cours des dernières années. Donc, je ne prendrai pas de chance. Garantie prolongée, à l'achat comme ça, vous pouvez la financer au besoin et ça va augmenter votre valeur de revente éventuelle si jamais vous décidez de ne pas attendre 8 ans avant de la vendre. Donc, je pense que moi, j'irais sans équivoque pour une garantie prolongée. Oui, absolument. Moi, je pense aussi, parce que Taos, c'est un véhicule agréable à conduire, mais il demeure qu'ils en ont échappé quelques-uns en cours de route. Puis, et la garantie prolongée va faire que ça va permettre, justement, comme Marc disait, d'avoir une bonne valeur de rachat, parce qu'on achète ça pour 8 ans, puis est-ce qu'on va se rendre à 8 ans? On ne le sait jamais. Mais le bout qui nous reste au bout de ça, à vérifier le prix. Je pense que c'est important de vérifier le prix de cette extension-là de garantie. C'est c'est dans le département du directeur commercial ou FNR? Parce que si c'était à 3 000 puis à 3 500, tu considères ça, peut-être que ça ne vaut pas aussi de valeur qu'on penserait. Et il y a certaines garanties prolongées qui existent aussi, qui sont cancellables ou qui sont rachetables après un certain temps aussi. À vérifier. Parce que c'est pas... Le Taos n'est pas dans la même ligue que le Tiguan et le ID4 au niveau de la fiabilité. C'est meilleur là, à venir jusqu'à maintenant. Donc, il est plus au niveau de la Jetta. C'est juste qu'à un moment donné, si le coût n'est pas trop élevé, puis
Écoutez, moi, je suis un peu peureux pour ces affaires-là. Regarder un auto 8 ans, là, j'aime bien me sentir en sécurité, puis je pense que la garantie sert à ça. Ça vaut la peine. Je cherche la voiture la plus économique pour faire et confortable pour faire du Québec-Rivière-du-Loup et aussi elle doit être durable. Québec-Rivière-du-Loup, Monsieur Pilote. Donc, la voiture la plus économique pour faire ça, c'est quoi? C'est une Prius? Oui. La plus économique, ça serait effectivement ça. Bien que peut-être que la Prius, cependant, finirait... La position de conduite est basse, un peu plus sportive. Au niveau du confort, c'est peut-être moins évident. Ouais. J'irais peut-être vers une Corolla hybride, par contre, qui risquerait d'être peut-être dans cette catégorie-là. On est tous dans un Toyota, là. Oui, parce qu'on parle de fiabilité puis d'économie. Moi, j'irais vers une Camry. Oui, mais là, c'est plus gros et plus cher pas mal. C'est pour ça que j'hésitais. Mais si tu arrives avec une Prius, tu n'es pas loin d'une Camry, là, au niveau confort, au niveau espace, au niveau rendement en général. Bien, les deux sont bonnes. Les deux sont bonnes. Mais comme vous La voyez... Jetta. Ah, mais la Jetta, on Même pas hybride, une Jetta Highline. C'est vrai, c'est vrai. Québec-Montréal en bas de 5 litres au 100, là, dans une belle température, évidemment idéale, là, mais ça reste extrêmement économique. Presque autant que la Prius sans avoir tous les systèmes, puis à un coût plus abordable. Tu quoi, 30-32 000 à peu près. Dans ces eaux-là, peut-être un petit peu plus. Ouais, mais... c'est un autre Jouez dans ça, M. Pilote, vous allez avoir des voitures quand même intéressantes et confortables pour faire votre route. Puis si vous en allez dans la belle région de Rivière-du-Loup, on vous salue d'ailleurs dans ce coin-là. Sylvain, il demande... est-ce que dans le bon ordre, OK, donc lui, il nous a placé des véhicules dans l'ordre et est-ce que c'est le bon ordre de préférence? Premier, un X3, deuxième, un GLC, troisième, un Q5. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec son ordre. Le X3, il faut le dire, cette année a été particulièrement bien pensé. Il est d'ailleurs en nomination comme VUS de mondial de l'année. C'est pas pour rien. Ils ont vraiment fait un beau travail au niveau du X3. Le GLC, effectivement, est un bon véhicule aussi. Rien à redire. Le Q5 a peut-être eu un petit peu plus de problèmes de fiabilité. Peut-être plus amusant à conduire que le Mercedes, mais un peu moins fiable. Et qui perd de la valeur de revente. C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'entretien, les pièces sont pas faciles à obtenir. Moi c'est un GLC. Un GLC, ce serait le véhicule. Et surtout qu'avec le GLC 350, là, au niveau de l'économie, du rendement, etc., ça va être un véhicule pour plusieurs années. Ouais. Donc, GLC X3, 1,5, vous inversez, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, vous aussi, GLC X3, à peu près sur un pied d'égalité. Aucun problème. Manon, elle cherche un 4 places décapotable pour le printemps qui s'en vient. Elle le veut abordable. Est-ce qu'il y a un autre choix que la Mustang? Non. Malheureusement, non. À moins d'aller... Dans le neuf, il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien au niveau des cabriolets. Puis même dans les voitures de luxe, j'essayais de réfléchir vite, là, même dans les voitures de luxe, il n'y a pas de 4 places décapotables. Mercedes. Mercedes, on parle de voitures... C'est pas abordable. Non, c'est ça, on parle de voitures chères, là. Donc... La Camaro même Mustang est rendu à un prix assez élevé. Il faut trouver ça dans une belle voiture usagée. Et moi, je trouverais... Vouloir avoir un véhicule 4 places, un Ford Mustang là, qui a quelques années, là, ce serait beaucoup plus abordable, puis ce serait aussi intéressant. Oui, puis ils gardent la valeur. Les décapotables gardent une grosse valeur de revente parce qu'évidemment, ils ne sont pas donnés dans le neuf. Non. Puis, et il n'y en a pas. Pourquoi Volkswagen n'a pas gardé le EOS? Il était dans une catégorie toute seule, ce véhicule-là. Et ça, il était seul au monde. Mini, c'est-tu 4 places? Oui. Mais... Mais c'est des mini-places. C'est ça. Faut pas que tu aimes beaucoup le monde que tu as assis en arrière. T'as le vrai mot. C'est des mini-places, alors ça, c'est à faire attention. Puis, il n'y a toujours pas de confirmation pour la Camaro. Non. Parce que la Camaro était la concurrente de la Mustang. Absolument. Mais on n'a toujours pas de confirmation à savoir si ça va revenir ou pas. Il y a quelques usagers là-dedans dans la Camaro, ça route, mais c'est vraiment pas vendu de Camaro depuis longtemps. Là. Non. Monsieur Alain, j'ai à l'œil un F-150 2016, 170 000 km avec le moteur 5 litres. Est-ce que c'est un bon choix? S'il est bien entretenu, les freins sont bons, les pneus sont bons, le prix est bon, ça peut être un bon choix. 2016, c'est là que ça commence à être payant chez Ford avec leur carrosserie en aluminium parce que c'est un véhicule... C'est 2016 ou 2017? C'est 2015 que c'est arrivé.
J'avoue que je n'étais pas certain de l'année. Là. Ça, c'était l'interrogation, parce que le moteur 5 litres, il n'y a aucun problème avec ça. On entretient, mais c'est pas mauvais de le faire inspecter, genre. Bon, moi, je ferais ça la première des choses, surtout. Puis en 2016, il faut vérifier avec ça. Quel type de travail qu'ils ont fait avec ça. Des fois, on vient à bout de savoir ou voir par l'intérieur de la boîte si c'est un véhicule qui a vraiment travaillé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient ça en 2016, 2017 pour remorquer. Il y avait une fifth wheel. Il y avait ça comme un remorque. C'est des véhicules qui ont été dorlotés tout le temps et qui ont été bien usés. Alors, le faire inspecter pour vous assurer que tout est beau sur le véhicule, qu'il n'y a pas de surprise. Oui. Ça a une grosse valeur d'achat. Ben oui, c'est ça. Vous allez le payer cher parce que 2014 et en descendant, là, ça commence à être plus problématique. Hyundai Sonata 2018 hybride 98 000 km, propre, des bons freins, 17 500 $. C'est un bon achat. Une Sonata hybride. Le système hybride chez Hyundai, c'était correct. C'était correct. Puis la Sonata, c'est un véhicule qui n'était pas à problème. C'est pas un de ceux qui a eu des problèmes de motorisation non plus. Mais c'est mou à conduire, cette affaire-là. C'est ce que j'étais pour dire. Là, il n'y avait pas un problème de suspension avant, quelconque, au niveau des tables, au niveau des balles joints. Ben, c'est mou. Il faut aller l'essayer, s'assurer que tout soit correct au niveau suspension et rendement pour vous assurer aussi que ça vous plaît. Parce que la douceur du système, la douceur de roulement est là. Il était là. Oui. Puis l'intérieur, c'était correct, mais c'est effectivement au niveau de la conduite, peut-être. Là. Bon, Toyota Land Cruiser, est-ce que c'est un bon choix pour 7-8 ans? Je fais pas d'hors-route. Est-ce que le Defender 110 serait aussi un bon choix? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Land Rover dans nos choix de véhicules ici, nous autres. Oui. Écoutez, moi, j'aime beaucoup le Defender. J'adore le Defender, pour être franc. J'aime bien le look. J'aime la façon dont il est fait. J'aime l'ensemble. J'aime moins le fait qu'il coûte très cher à entretenir. Puis... Mais il n'y a pas une grosse différence entre le en termes de fiabilité. Non, je te parle d'entretien puis je te parle de fiabilité. C'est amélioré. C'est amélioré, mais tu sais, c'est encore... Mais oui, il s'est amélioré. Moi, personnellement, j'irais vers le Defender parce que je trouve que c'est un véhicule qui a plus d'aura, qui a plus d'âme que le Land Cruiser, qui est correct, qui est un bon véhicule, mais que je trouve cher pour ce qu'il nous procure cette année. Moi, je passe mon tour. Ouais. T'en veux pas? Non. Pas pasteur de ça. Non. Ni un ni l'autre. Trop gros pour moi. Dans les deux cas, je pense que vous ne vous trompez pas. Le Defender, présentement, garde une grosse valeur de revente. Depuis qu'ils sont sur le marché, c'est peut-être eux autres qui sont en train de remettre un peu de crédibilité dans la marque Jaguar Land Rover. Alors, ça, c'est un bon choix. Puis le Land Cruiser, bien, il ne perdra pas de valeur. C'est une valeur sûre, ce véhicule-là. Voilà, c'est juste que je le trouve dispendieux un peu pour ce qu'il propose cette année. 90 000? Oui, je trouve qu'ils sont allés avec le crayon pesant un peu. Oui, on y va. Puis il y a du plastique à l'intérieur. On ne gêne pas, mais qualité mécanique, fiabilité et long terme, évidemment, on va garder encore une très, très grosse valeur de revendre. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.